D'abord, les analystes financiers et économiques dans le pays ont regardé les chiffres. Ce ne s'agit pas de 80 milliards de shekels. Ce sont des mesures qui avaient été données déjà il y a un certain temps. Et en plus, beaucoup de ces mesures ne sont pas claires dans le sens qu'ils dépendent aussi de lorsque le gouvernement sera ou pas installé, parce qu'il faut une loi budgétaire pour une grande partie de ces paiements. Et donc, il s'agit beaucoup moins de 80 milliards de shekels dont les gens profitent, dont les gens ou l'Israélien profitera. Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Heureux de vous retrouver ce matin, bien entendu, chez vous, à votre domicile, pour cette chronique hebdomadaire, chronique économique, bien entendu, consacrée à la lutte contre le coronavirus et aux mesures, essentiellement aux mesures économiques prises par le gouvernement et annoncées avant-hier soir. Alors, je voudrais que nous essayions de revenir sur ces mesures. On a parlé, bien entendu, de ce plan de 80 milliards de shekels. Je voudrais un petit peu rentrer avec vous dans les détails, si c'était possible, parce qu'on va essayer d'aller à l'essentiel. Bien entendu, il y a une aide sensible pour le ministère de la Santé publique, mais ce qui préoccupe aujourd'hui les Israéliens, c'est bien entendu l'aide, on va dire, ce poumon d'oxygène que l'État d'Israël pourrait offrir, on va dire, en particulier à ce million de chômeurs qui s'est rajouté sur le marché, on va dire, israélien ces dernières semaines. Des chômeurs qui sont donc enregistrés, qui sont salariés, puis il y a bien entendu les indépendants. Expliquez-nous d'abord combien ces chômeurs, salariés et indépendants vont recevoir au cours des prochains jours, et surtout quand ils vont recevoir ces allocations. Oui, bonjour. Il fait froid dehors, n'est-ce pas? Il fait froid, oui. On va essayer de réchauffer nos auditeurs. D'abord, premièrement, vous avez exposé le problème comme d'habitude d'une bonne façon. Je voudrais revenir d'abord sur le premier chiffre que vous avez donné de 80 milliards de shekels dont ont annoncé l'ensemble des mesures qui ont été annoncées, comme vous avez dit avant-hier soir. D'abord, les analystes financiers et économiques dans le pays ont regardé les chiffres. Ce ne s'agit pas de 80 milliards de shekels. Ce sont des mesures qui avaient été données déjà il y a un certain temps. Et en plus, beaucoup de ces mesures ne sont pas claires dans le sens qu'ils dépendent aussi de lorsque le gouvernement sera ou pas installé, parce qu'il faut une loi budgétaire pour une grande partie de ces paiements. Et donc, il s'agit beaucoup moins de 80 milliards de shekels dont les gens profitent, dont les gens ou l'Israélien profitera. Maintenant, ce qui est important à dire aussi de cette façon-là, c'est que la façon dont il a été choisi en Israël de indemniser les chômeurs ou bien les indépendants est différente de ce qui a été fait, par exemple, aux États-Unis. Oui. Vous savez, par exemple, que Trump a dit que chaque Américain, y compris, c'est très important, s'il y en a qui vivent en Israël, il y en a, il paraît 500 000 qui vivent en Israël, qui ont simplement la citoyenneté américaine, pourront profiter une allocation de 4 000 shekels, oui. Voilà, un peu plus, plus que $1,000, $1,500, je crois, pour $1,200 pourront profiter de cette allocation-là. Maintenant, en Israël, c'est tout à fait différent ce qui a été choisi. Venons d'abord par rapport aux chômeurs. Le chiffre d'1 million de chômeurs, il faut quand même dire la vérité, il est 800 000 en plus, un peu plus 850 000 en plus de ce qu'il y avait avant, et il y avait déjà 140 000 chômeurs. C'est-à-dire, le chiffre que vous donnez maintenant début avril d'1 million de chômeurs, c'est compter tous les chômeurs. C'est pas qu'ils sont rajoutés. C'est un taux de chômage de près de 25%, hein, c'est énorme. Exactement, c'est très très grave, je ne crois pas que c'est jamais arrivé. Oui, et c'est affolant pour les gens que je voudrais dire que je reçois, moi, dans des WhatsApp de groupes francophones, et je postais partout, des gens qui n'étaient pas habitués à la misère et à le fait de manquer d'argent, qui ne savent pas comment ils vont passer Pessah. Ça veut dire que, à part la crainte qu'on a, point de vue médical, il y a une crainte énorme économique pour les gens, et je les comprends. Et quand vous avez posé la question, il est très important de savoir du quand, lorsque les gens ont écouté les mesures, ils ont pensé que ça arriverait avant Pessah. Oui. C'est une partie en tout cas. Pour l'instant,
vous me confirmez, je n'ai personne, ni que ça soit un salarié, ni que ça soit un indépendant, ont reçu de l'argent. Les papiers ne sont pas encore prêts. Et Pessah, c'est mercredi prochain. Il y a effectivement des centaines de milliers de personnes qui se sont inscrites au Bitoire Léomi, mais apparemment, soit parce qu'il n'y a pas de gouvernement, soit parce que la bureaucratie israélienne est encore embourbée dans sa situation particulière, on ne recevra pas ces allocations, ni pour les indépendants, ni pour les salariés. Tout à fait. Maintenant, je voudrais revenir à la partition que vous avez faite, point de vue salarié indépendant. Je voudrais dire 2-3 choses pour chacun d'eux. Concernant les salariés, nous avions parlé déjà que la plupart des gens ont été mis en ce qu'on appelle khélat, c'est-à-dire congé sans solde. Congé sans solde, mais qui permet, c'est très très important pour tout le monde, de savoir que leur point de vue de la retraite, et aussi il y a ce qu'on appelle, c'est de la jargon juridique, jargon des assurances, il y a ce qu'on appelle une partie qui est risque au cas où il y a quelqu'un qui a un problème. Même dans le cas où maintenant c'est arrêté, il y a une ordre de continuer cette partie-là, c'est-à-dire que tous les droits des salariés, point de vue de retraite et point de vue de continue, et ça c'est extrêmement important, et ça dépend pas du gouvernement, c'est-à-dire c'est une ordonnance de chef du Reshut Shuk HaHon, c'est-à-dire encore une fois de celui qui est chargé du régulateur, et c'est quelque chose qui est très très important pour les gens et qui ne dépend pas du gouvernement lui-même, et donc ça c'est fait. Maintenant, pour tout ce qui est ce khélat et ces gens qui sont au chômage ou qui sont à son chômage, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut savoir que toute cette personne qui a moins de 28 ans n'a le droit à rien. Parce qu'on considère que celui qui a moins de 28 ans peut immédiatement retrouver du travail. C'est vrai, d'ailleurs, il faut dire que il y a certains secteurs en ce moment qui demandent du travail. D'ailleurs, j'ai entendu sur Qualita dans l'emploi, il dit, ne croyez pas, il y a quand même des gens qui demandent, bien sûr, tout ce qui est, vous le savez, super et autres, et envoie de choses, il faut le dire, mais effectivement... Mais comment, pourquoi le gouvernement a-t-il pris cette décision arbitrairement moins de 28 ans, on ne reçoit rien, c'est-à-dire pourquoi 28 ans, pourquoi pas 25 ans, pourquoi pas 30 ans? Voilà, parce que ce qu'on a dit au début, pour expliquer, c'est que la façon dont le gouvernement a voulu répondre à ça, il a voulu répondre dans les lois qui existent déjà par rapport au chômage. Or, le chômage, d'habitude, les droits au chômage ne sont pas à ceux qui ont moins de 28 ans. Ça veut dire, dites-moi si je me trompe, mais le gouvernement a certes apparemment pris des mesures exceptionnelles, mais il est resté, on va dire, engoncé dans le cadre traditionnel des allocations chômage, etc. Il n'est pas sorti, on va dire, des sentiers battus et pour offrir ou pour permettre une aide véritable, immédiate, urgente, sans trop de bureaucratie. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Maintenant, pour les indépendants, c'est très flou ce qui leur a été promis. Vous avez peut-être entendu parler d'un chiffre de 6 000 shekels à principe 6 000, 8 000. Voilà. Maintenant, ce chiffre-là, il n'est pas clair qui va le recevoir. Il y a énormément de restrictions. Comment c'est calculé par rapport à l'année dernière? Par exemple, le fait que ceux qui ont ouvert une entreprise, une petite et moyenne entreprise, ou qui sont devenus indépendants à partir de 2019, ne recevront rien. C'est stupéfiant. Ça, ils ont dit que peut-être ils y arriveront quand même, les impôts peut-être arriveront à faire un premier calcul. Mais ce qui est très important de dire là-dessus, sur ces 6 000, 8 000 shekels, il faut le savoir que dans beaucoup de cas, ça risque d'être de l'argent que les indépendants devront rembourser. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une sorte de harnassa. Il ne s'agit pas comme dans le cas d'une guerre où de toute façon vous avez l'argent, il s'agit d'une harnassa, c'est-à-dire d'un revenu que l'État vous donne. Maintenant, si l'État il considère qu'à la fin de l'année, vous n'avez pas crevé, vous avez réussi à reprendre. Et il y aura, j'espère qu'elle va terminer cette crise, on en parlera peut-être après Pessah ou au troisième trimestre, et il peut y avoir des indépendants qui réussissent très très bien jusqu'à la fin de l'année. C'est très possible. Et dans ce cas-là, ils devront rembourser cet argent-là qu'ils vont recevoir maintenant, s'ils le reçoivent. Donc il faut le savoir que y compris ce qui est considéré comme un mahana, comme un don, là, c'est 6 000 shekels et 8 000 shekels. Y compris. Mais alors pourquoi on le présente comme un mahana, comme un don? Parce que c'est pas que, il faut voir les choses, d'accord. Beaucoup de choses qui sont présentées dans ce programme économique, je viens de le dire, a été analysées et ne sont pas, point de vue économique et réel, vraies.
Malheureusement, c'est comme ça la situation. Donc on se moque un peu de nous, quoi. Un peu. Il faut savoir que ces Arnassos-là, ces revenus-là qui sont donnés, sont maintenant en plus passibles de tout ce que vous Afrashot, c'est-à-dire lorsqu'un indépendant a une Arnassa, il doit payer là-dessus du bitoire Lomi, des assurances sociales, il doit payer des coupotes et des choses comme ça. Il devra payer là-dessus sur les 6 000 shekels ou autres qu'il va recevoir, il devra immédiatement payer. Ça lui sera immédiatement enlevé de ce qu'il aurait dû payer d'habitude pour ça. Je voudrais revenir sur un point, essayer de voir si on peut dresser une comparaison. Vous parliez des États-Unis tout à l'heure, en Europe, en France, dans d'autres pays européens, ce n'est pas très clair. Il semble que finalement, malgré tout, l'État d'Israël reste, on va dire, dans le cadre des mesures. Je regardais hier un reportage sur la télévision israélienne sur le fait que, bien finalement, grosso modo, les mesures prises par l'État d'Israël sont semblables à celles prises par certains gouvernements européens. Même si apparemment, c'est-à-dire si on calcule par rapport au produit national brut, c'est cela ? Oui. Et le pourcentage, c'est 80 milliards de shekels, ne représente que 6% du produit national brut, alors que par exemple en Allemagne, eh bien, on a décidé d'insuffler dans l'économie 23% du produit national brut. Ça veut dire que l'État d'Israël n'est pas encore véritablement un des pays qui viennent en aide de manière massive à sa population. Oui, exactement. Aux États-Unis, on parle de 10%, mais les États-Unis, c'est bien sûr, c'est plus. Mais comme je viens de dire depuis le début, il faut savoir la façon dont c'est attribué. Oui. C'est la façon, puisque nous avons présenté quelques problèmes, je voudrais dire quelque chose de très, très important aussi pour les indépendants. Par exemple, on leur a dit, on va annuler la Arnona, c'est-à-dire ce qu'ils doivent payer comme à l'État pour les taxes municipales, les taxes municipales, pour 3 mois. Vous avez sûrement entendu parler oui, bien sûr. Maintenant, d'après ce que j'ai lu dans la presse financière, ce n'est pas ça dépendra qui sont il y a ce qu'on appelle Arnana Lasakim. C'est pas clair qui en vérité verra cette taxe municipale Arnona annulée. C'est pas les textes ne sont pas encore clairs là-dessus et il est très possible que des gens finalement se voient réclamer après ces 3 mois qu'on leur a dit qu'ils n'auraient pas besoin de payer. La dernière chose que peut-être vous avez entendu parler, il y a des prêts le gouvernement a énormément appuyé là-dessus, qu'il donne des prêts pour des petites entreprises et pour les grandes, et que l'intérêt ne sera payé que dans 1 an. En plus je comprends la réticence d'entreprises de vouloir maintenant emprunter lorsqu'ils ne savent même pas encore comment ils vont rembourser. Mais en plus de ça, c'est que les chiffres ont été donnés par le ministère des Finances. Vous savez, maintenant, la Commission des Finances a commencé à travailler, c'est une bonne chose. Et donc, ils ont donné les chiffres. Sur des milliers de demandes, il n'y en a eu que 24 qui ont été acceptées. Le ministère des Finances a répondu c'est exact et c'est très triste et c'est embêtant. Il y a une problème de bureaucratie et les banques sont très, très dures. Et ils disent qu'ils vont qu'ils vont essayer de faire qu'il y ait plus d'acceptation, mais quand même, c'est-à-dire, encore une fois, c'est des chiffres qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils avaient proposé. Alors vous nous brossez un tableau extrêmement pessimiste et préoccupant. Hein. Et tout à l'heure, je citais Naftali Bennett qui disait qu'il y aura des gens qui risquent de se suicider et peut-être même plus de morts de suicides en Israël dû à la crise économique que de malades du coronavirus, ce qui peut paraître stupéfiant, mais au vu de ce que vous nous expliquez, ça peut paraître aussi tout à fait réaliste, aussi effrayant que cela puisse paraître, mais je voudrais savoir pourquoi... Ça m'attriste beaucoup. Deuxièmement, il y a hier quelqu'un, d'après ce que j'ai entendu, qui a voulu se suicider déjà. Oui. Je ne sais pas, il avait un problème psychologique et autres. Oui, je n'ai pas de... Je sais qu'il y a un problème énorme. Pourquoi le gouvernement, dans la conjoncture actuelle, que ce soit le gouvernement de Netanyahou sortant ou le gouvernement qui doit rentrer, prendre ses fonctions, pourquoi ce gouvernement ne va pas puiser, par exemple, dans les réserves, les 130 milliards de dollars de réserves qu'il y a à la Banque centrale pour insuffler cet argent? Pourquoi on n'augmente pas le pourcentage du produit national brut qui est insufflé dans le marché israélien de 6% à 15%? L'État d'Israël peut se le permettre sans apparemment risquer une crise majeure. Pourquoi on ne le fait pas? D'abord, premièrement, je vais même ajouter quelque chose qu'il y a eu cette nuit-là. L'État d'Israël a réussi à récolter des obligations à des fonds énormes cette nuit dans le monde entier
même jusqu'à une période de 100 ans. 100 ans, oui. Très, très rare des pays qui arrivent à ça. Ça veut dire à quel point Israël est estimé dans les pays. À un taux de celui-à 100 ans a été donné. On est dans une situation économique qui était jusqu'au début de la crise maximale, optimale, avec un taux de confiance maximal de la part des agences de notation économique, etc. Pourquoi finalement on a si peur de... Est-ce que c'est dû, à votre avis, à la crise politique qui n'est pas encore solutionnée, ou alors finalement s'il y a une volonté malgré tout de Netanyahou, malgré tout de conserver, on va dire, ses billes le plus proche possible, de ne pas lâcher, on va dire, les rênes de l'économie israélienne? Je pense que d'après ce que, encore une fois, les économistes disent en Israël, il y a le gouvernement, les politiques qui veulent une certaine chose et qui écoutent le peuple. Et il y a ce qu'on appelle les fonctionnaires. Les fonctionnaires du Trésor, oui, on les connaît. Qui ont une autre vue, encore une fois, c'est une discussion professionnelle, mais de leur part à eux, ce qu'ils regardent, c'est chaque shekel qui va partir. Et donc, ils veulent éviter aussi des abus. Ils peuvent avoir, vous savez, il y a des gens qui ont peut-être mis leurs employés en chômage et qui n'avaient pas besoin de faire, et des choses comme ça. Eux, ils disent, nous, on est chargés de faire que chaque shekel, pourquoi c'est donné. Et donc, ils ont une autre conception des choses, et c'est eux qui ont la main sur le chef des impôts, par exemple, les chefs du budget. C'est eux qui décident en vérité des mesures qui vont être données. C'est ça la réponse, à mon avis, de ce que je vois. Alors, je voudrais on a bien développé cette problématique et j'avoue que c'est scandaleux, hein, on peut le dire, de se retrouver dans ce genre de situation. Mais quelque part, je voudrais qu'on parle également d'autres sujets qui sont liés, bien entendu, à cette situation économique. Le gouvernement essaye de veiller à manquer qu'il n'y ait pas de pénurie de produits alimentaires, en particulier de première nécessité pour la fête de Pessah. On connaît tous le problème des œufs. Comment le gouvernement essaye de pallier à cette problématique? Oui. D'abord, là, comme j'ai donné un tableau sombre, je voudrais donner une grande satisfaction à l'économie israélienne, au gouvernement. De quoi? Que 95% des choses que nous consommons maintenant sont localement. C'est-à-dire, si vous voyez, il y a des pays entiers, beaucoup de pays où on dit que, y compris j'entends que j'ai vu aux États-Unis ou en Europe, qu'il manque certaines choses. En Israël, pratiquement, il ne manque de rien parce qu'il y a une production locale très importante de la plupart des choses. Et il faut le dire, c'est quelque chose Israël n'a pas cédé à la tentation de la globalisation de la production. Et c'est à ce moment-là qu'on voit dans les magasins le beau résultat de ces efforts. Maintenant, par exemple, pour les œufs, je ne sais pas si vous avez vu, il faut dire aux gens que dans les magasins, maintenant, ils donnent des œufs, vous savez, dans des cartons prêts pour faire l'omelette ou pour faire ils ont trouvé même cette idée de faire. Mais à part ça, ils ont maintenant permis d'importer 100 millions d'œufs parce que les gens se sont jetés sur les œufs à cause de la vapeur de ne pas en avoir pour les fêtes et il en a manqué provisoirement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? Ils ont même fait venir d'Ukraine et d'autres pays. Et ils voulaient absolument que ça arrive avant Pessah et ils ont réussi à montrer aux bateaux comment ils pouvaient arriver avant Pessah. Et ils ont même, les bateaux ont changé leur chemin et ils vont aller très très vite. Et je pense que ils y arriveront avant Pessah. En tout cas, ils font tout pour arriver. Les matzot aussi, c'est très important pour la fête. Et ils ont laissé les gens faire les matzot comme il faut en Israël. Et il ne manque pas d'ailleurs dans les magasins de matzot, ni maintenant, ni après. Et c'est très important de dire. Et donc, il faut noter que les efforts qui sont faits, ils ne manquent pratiquement de rien en fait. Et pour les choses qui sont faites, qui manquent, ils font des efforts pour ne pas que ça arrive en tout cas avant Pessah. Alors, autre sujet, on n'a pas beaucoup parlé ces derniers temps du secteur économique, du secteur immobilier en Israël. Hein. Alors, on a constaté effectivement que jusqu'à présent, la construction se poursuivait. Apparemment, on va dire que lorsque l'on est passé ces 2 derniers jours de 30% du marché au travail à 15%, il est possible qu'une partie des chantiers de construction ait été sacrifiés, on va dire, à ce niveau-là. Comment se porte le marché immobilier israélien aujourd'hui et quelles sont les répercussions de la crise sur ce marché dans les prochaines semaines, les prochains mois? Oui, je voudrais dire qu'il y a eu hier une déclaration, une décision du ministère des Finances de ne pas considérer le secteur immobilier comme un secteur
qui a eu force majeure, ce qu'on appelle en hébreu koach elyon. Vous savez, lorsque vous partez d'un promoteur, voilà, il vous promet que dans 1 an, votre maison sera faite. Il peut ne pas le faire, décharger à ce contrat uniquement s'il y a ce qu'on appelle koach elyon, un cas de force majeure. Le ministère des Finances a décidé hier que, parce que vous venez de le dire justement, le secteur immobilier a pu continuer normalement pendant cette période-là, qu'il n'y aura pas de force majeure. Maintenant, dans les faits, c'est problématique parce que malheureusement, quand même, il a manqué de main-d'œuvre et comme le pays est quand même en plus que semi-inactivité, ça pèse aussi sur le marché immobilier et les promoteurs ont vu cette décision avec effroi parce qu'ils se voient devoir payer des sommes énormes d'intérêt à ceux pour qui ils construisent des maisons et donc ils ont dit qu'ils iraient en justice contre cette décision. Si elle n'est pas changée, vous venez de dire peut-être que maintenant, ces prochains jours, même le secteur immobilier pourrait ne pas pouvoir travailler et c'est possible que ça change après la décision du Trésor à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qu'il faut suivre. Alors, un dernier point, et ça c'est plutôt anecdotique, mais c'est tout à fait intéressant. Il y a des citoyens israéliens qui ont décidé d'attaquer en justice la Chine pour être responsables de la crise et qui réclament à la Chine 100 milliards de shekels. Oui, juste avant, quand ça sera le dernier, si je vais vous dire quand même des lueurs d'espoir concernant le shekel et les marchés financiers, c'est que le shekel se reprend de façon très très importante et c'est dû au fait, comme nous avons expliqué souvent, que les marchés financiers, surtout en Amérique, reprennent bien. Et maintenant, concernant les citoyens, des citoyens d'Herzliya hier, avec un avocat, sont allés devant la justice israélienne en disant que la Chine doit payer à l'État d'Israël 100 milliards de shekels parce qu'elle n'a pas fait attention suffisamment à ce que le coronavirus ne soit pas exporté dans le monde. J'ai vu qu'en fait, cette demande-là, qui a été faite juridiquement par des citoyens israéliens, il y a des échos dans le monde entier et la Chine est en train d'essayer de se défendre pour dire qu'elle a fait tout ce qu'elle a fait pour. Maintenant, justement pour éviter la propagation, ça sera intéressant de voir qu'est-ce que la justice israélienne dira à ce sujet et peut-être de cette façon-là, on aura un pitchouille, comment dire, on recevra dédommagement. On recevra 100 milliards de shekels, c'est bien. Même si on est 9 millions, ça nous ferait bien à chacun. Oui, voilà. Maigre consolation, on va dire. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour toutes ces précisions importantes donc sur la crise économique et les répercussions de la crise du coronavirus sur l'économie israélienne. On vous souhaite de passer une agréable journée, une bonne semaine, une bonne santé et on se retrouve mercredi prochain. Mercredi prochain, ce sera veille de Pessah. Il faudra voir. On va peut-être envisager de vous retrouver plus tôt. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas ce matin et bonne journée. Shalom. Merci. Au revoir.